pédagogique. Vulnérabilité, voilà, on change les noms. Et de mettre le comité pédagogique autour de la table, ben, c'est échange libre en présence effectivement d'une élue. On a eu l'élu de la ville de Bergerac hier, le maire de Bergerac, qui est venu nous faire part de sa façon d'appréhender les inégalités sociales de santé. Donc peut-être on peut demander à Alexandra d'abord si à Bordeaux, on est en période préélectorale, il y a eu pas mal de mouvements à Bordeaux sur le plan du conseil municipal un petit peu, et donc de voir s'il y a des choses nouvelles finalement qui peuvent émerger de ces mouvements récents et dans la perspective des élections. Est-ce qu'il y a un programme qui va se construire autour de... Ben oui, c'est ce qu'on te demande. Hein. Merci Alexandre. Merci, bonjour à tous. Alors, des petites phrases comme ça, je vais dire plutôt, parce que, oui, bon, Alain Juppé est parti, oui, Nicolas Florian l'a remplacé, voilà. Non, mais c'est factuel. Oui, dans 10 mois, il y a les élections municipales, mais honnêtement, on n'est pas encore tout à fait là-dedans, et c'est tant mieux. Ensuite, moi, je peux peut-être vous dire deux, trois choses qui arrivent. Alors, à la ville de Bordeaux, je pense que vous le savez, peut-être même que vous y contribuez, il y a un contrat local de santé. Ce contrat local de santé, il y a autour de la table le plus de partenaires possible. Il y a aussi un contrat local de santé mentale. Donc c'est quand même assez signifiant qu'un contrat local de santé mentale ait été mis en place. Ça veut dire beaucoup quand même. Voilà, bon. Donc ça suit son cours dans cette ville comme dans d'autres. Je crois que les partenariats sont plutôt assez intéressants, que c'est un contrat local de santé qui est assez dynamique, qui fonctionne bien, qui génère de l'innovation, des expérimentations, ça tourne. Est-ce que la santé sera un sujet majeur des prochaines élections? Je ne le crois pas, malheureusement. Parce que à chaque élection, nationale ou locale, les enjeux de santé ne sont pas portés par les citoyens, en tant que tels. En revanche, et c'est peut-être là que je voudrais y venir, malgré tout, ils sont là, mais à travers d'autres mots et d'autres expressions. Ils sont là, ces questions de santé sont là au travers de l'appétence jusqu'à la passion des habitants autour des espaces verts et du vivant. Voilà, ça c'est en train d'émerger, donc les gens sont... La population, une partie de la population est en train de poser beaucoup de questions là-dessus. Qu'est-ce que vous faites des arbres? Où est-ce que sont les espaces verts? Qu'est-ce qu'on fait des espaces partagés? Et tout ça, même si ce n'est pas exprimé de cette façon, ça veut dire l'air, ce qu'on mange, comment on sort une partie de la population de l'isolement, comment on recrée de l'activité sociale, donc de la sociothérapie, donc du lien. Donc ils vont pas jusqu'à dire que c'est une question de santé, mais en posant cette question de la ville verte, c'est ça qui en fait arrive. Deuxième sujet, à mon avis, qui est vraiment un sujet très important, qui va de plus en plus venir bouleverser les politiques publiques et les débats, l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange, les perturbateurs endocriniens. Les 2-3 collectifs les plus virulents ces 2-3 dernières années, c'est le collectif des arbres pour Gambetta, le collectif des assiettes en plastique pour la restauration. Si on résume, de tous les sujets sur lesquels ça aurait pu se mobiliser, c'est ces deux-là. Donc l'alimentation, qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on le mange, et donc qu'est-ce que ça vient poser comme question, circuit court, le rapport avec le reste du département, les épiceries sociales, voilà. Et alors ça vient interroger la classe la plus fragile. Les gens mangent-ils à leur faim? Non. Urgence alimentaire, mais plein d'enfants dans les cantines qui ne mangent qu'un repas. Jusqu'à la catégorie bobo, que je ne méprise pas puisque j'ai conscience d'en faire partie, qui se dit mais où je pourrais manger quoi et qu'est-ce qui serait bon pour ma santé totale et mon bien-être global. Voilà. Donc
Quand des sujets commencent à réunir les classes les plus fragiles et ceux qui s'en occupent, et les classes qui ont la plus grande disponibilité intellectuelle, parce que tout va plutôt bien pour eux, ça veut dire quand même que le sujet est en train de converger vers quelque chose de fondamental. Donc, la santé arrive par ça. Troisième sujet, cette histoire de santé mentale, elle est en train de venir interroger quasiment toutes les familles. Alors, santé mentale des publics à la rue, ça, c'est en train d'inquiéter de plus en plus de gens, là où jusqu'à maintenant c'était mis sous le tapis par tout le monde. Là, tout le monde commence à comprendre qu'il y a un sujet, parce que d'abord il est hyper visible et qui se traduit par des demandes d'hospitalisation d'office qui sont quand même pas neutres, et des mobilisations de collectifs de citoyens. Mais la question de la santé mentale se pose aussi chez nos seniors, donc là aussi ça devient préoccupant dans les familles, et sujet éminemment sensible chez les adolescents. Voilà, donc ça veut dire que là-dessus aussi, on commence à venir être interrogé depuis des années que je viens vers vous. Je crois qu'on n'a jamais été aussi près de pouvoir toucher ces questions. Et peut-être, parce que il fallait que je réponde à des questions, donc là j'ai déjà pas mal parlé. Moi je voudrais redire un truc que m'a dit Abdou Chaoui, qui est un éducateur de la prévention spécialisée. Je trouve que c'est très important de redire ça. Il a dit la marge, ou ce qu'il peut considérer comme étant une question de marge, c'est comme la marge sur une copie d'école. Finalement, ce qu'on regarde quand on lit la copie d'école, c'est ce que l'examinateur a écrit dans la marge, parce que c'est ce qui permet d'améliorer le texte général. Et finalement, pour nous, c'est pareil. C'est-à-dire tout ce qui se passe à la marge témoigne de ce qui dysfonctionne sur la copie générale, soit pour les publics les plus fragiles alors qu'on a une responsabilité de s'en occuper, soit parce que ce sont les signes avant-coureurs de quelque chose qui touchera le plus grand public. Donc pour moi, santé mentale, précarité et addiction, ce n'est plus du tout un phénomène marginal. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de devenir très invasif à plein d'égards, et qu'on va enfin sortir du petit placard dans lequel de très nombreuses personnes souhaitent nous enfermer. Des questions ou des réactions par rapport à ça? Moi j'ai une question du coup qui lie un peu toutes ces thématiques de santé mentale, précarité et addiction. Il y a eu le projet à un moment d'une salle de consommation à moindre risque à Bordeaux, et je voulais savoir si le dossier allait revenir sur le devant de la scène à un moment, puisque c'est quand même un bon moyen de pallier à différentes problématiques liées à ces thématiques. Je suis très contente que vous abordiez cette question, parce que je vais vraiment dire ce que je pense. On est d'accord, Christophe? Il y a quand même un petit sujet quand même, hein. C'est que la plupart des gens qui militent pour prendre en charge les plus fragiles le font de manière parfois très personnalisée. J'essaie de faire attention à mes mots. De façon très personnalisée. C'est-à-dire vous avez comme ça des égos, des gens qui sont très engagés, très puissants dans leur manière de poser des messages, et qui finissent par confondre leur cause avec leur personnalité. J'avance petit à petit. Donc si vous voulez, plutôt que d'aller voir la mairie, la préfecture, le ministère, tous ensemble, donc toutes les chapelles réunies, pour dire voilà où est l'enjeu, voilà où est la situation, voilà ce qu'on pourrait faire. On sait que ça va être un sujet méga tendu, on ne l'ignore pas. On va essayer de trouver avec vous les voies et moyens ensemble de poser le sujet. On est parti dans chacun en compétition va porter son projet sans en parler à l'autre.
en allant au ministère pour essayer de tordre le bras à la mairie de Bordeaux, par voie de presse interposée. Donc moi j'ai dû répondre à peu près 140 journalistes sur la question. Donc vous voyez des conditions vraiment idéales pour convaincre tous ceux qui étaient déjà pas du tout motivés pour la question. Donc vraiment une stratégie assez délicate, avec critique mutuelle de ce que l'autre équipe ne saurait pas faire du tout. Alors si vous voulez, pour une équipe municipale, vous en avez qui sont quand même pas du tout convaincus du sujet, la méthode n'a pas fonctionné. Voilà. Ensuite, derrière, ce qui s'est passé aussi, c'est que le gouvernement n'a pas lui-même non plus porté le sujet auprès de la municipalité. C'est-à-dire, il n'y a pas eu tout d'un coup, allez hop, priorité générale, il faut y aller. Donc, jamais aucune réunion. Une seule, 2 ans et demi après 143 articles de presse. Donc, avec des gens en tension maximale. Voilà. Et dernière chose, ce qui joue en notre défaveur, c'est que nous n'avons pas de scène ouverte à Bordeaux. Donc on n'a pas non plus de moyens de nous appuyer sur des choses qui sont visuellement traumatiques pour dire il nous faut vraiment une salle de consommation. À moindre risque. Sans surprise, j'y suis très favorable. Sans surprise, tout le monde à la mairie ne l'est pas. Donc le sujet n'est pas enterré. Il est, je dirais, on peut encore y arriver à condition que la méthode change. Voilà, donc on relaie régulièrement le fait qu'il en faut une. Et je pense qu'on l'aura. Voilà. J'ai fait un long détour, parce que c'est pour vous dire que souvent la méthode de compétition des candidats à un dispositif est quand même complètement destructrice, quoi. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Non. Voilà, donc là c'est pareil, je vais vous faire un long détour parce que c'est un sujet grave. Je vais vous dire exactement ce qui m'est arrivé cette semaine sur l'eau. Alors, bon, d'abord on est dépassé complètement par les squats, hein. On est bien ok là-dessus, c'est-à-dire on a 31 squats à Bordeaux. Donc on a entre 1000 et 2000 personnes qui sont en... Bordeaux. On a entre 1000 et 2000 personnes qui sont vraiment dans des situations lourdes. On a un recul du gouvernement sur l'accueil inconditionnel, hein, puisque aujourd'hui, 150 personnes appellent le 115, n'ont pas de réponse, y compris avec des femmes et des enfants. Donc même s'ils ont demandé au SAMU social de faire des maraudes la nuit, il y a un recul en France sur l'accueil inconditionnel. Ce qui ne doit pas nous faire perdre de vue que l'État français met quand même plus d'1 milliard d'euros sur ces questions et que le nombre de places effectives a augmenté. Nous, depuis 2014, 2000 places de CADA sur la métropole, 1500 places de plus d'urgence, des relais popotes, un truc... Enfin, je veux dire, le nombre de choses effectivement réalisées est énorme, mais ça ne suit pas la demande, d'où l'explosion des squats. Et alors là, sur l'explosion des squats, on est quand même très en difficulté parce que, et je ne sais pas encore trop s'il faut complètement s'en réjouir ou pas, je n'arrive pas à fixer ma pensée, mais il y a de plus en plus de citoyens, de collectifs qui disent, bon, moi, la Croix-Rouge, le Secours catholique, tout ça, là, c'est bien mignon, mais ça avance pas assez vite. Donc là, maintenant, moi, je m'organise, je fais un collectif, je mets mon nom, je fais rapido l'association, je fais un budget participatif, et je viens voir l'élu, pas du tout pour lui dire j'aimerais que je sais pas quoi, pour lui dire je le fais. Je vous préviens, je le fais, dans le meilleur des cas. Donc depuis 1 an et demi, il y a 10 associations qui se sont constituées, et un certain nombre d'entre elles qui ouvrent des squats. Et donc moi, par exemple, ce matin, j'étais dans un squat rue de Cursol, 42 personnes. Et là, 2 attitudes. Qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on ouvre l'eau parce que c'est un squat, il y a des gens dedans en situation de fragilité, il faut ouvrir l'eau parce que c'est un bien commun, parce que c'est une obligation constitutionnelle? Mais est-ce qu'en ouvrant l'eau, on ne fixe pas les gens dans un lieu insalubre, dans lequel la chaudière ne fonctionne pas, et pour lequel je sais, moi, que je vais prendre une responsabilité politique de fixer des gens avec 5 enfants qui ont moins de 5 ans, dans un lieu dans lequel je ne ferai vivre personne d'autre. Ok? Ça, je vous parle de tous les squats pour l'accès, je vous parle de tous les lieux pour l'accès à l'eau. Autre cas d'école, Brazza, bulgare, roumain d'origine rome. Évacuation du squat de Canéjan, d'Ésine, de Bordeaux Piscine Occitane et du Hayan. Ils arrivent à Brazza, ils étaient 350 il y a 15 jours quand j'y suis allée, ils sont 800 au moment où je vous parle, dont le squat de Canéjan avec des publics roumains, qui a été évacué de Canéjan puisqu'il y a eu 2 meurtres à l'arme blanche. Ils sont sur un terrain pollué, à côté d'un espace en bois qui peut s'effondrer d'une minute à l'autre. Ils n'ont pas de point d'eau. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un point d'eau? Est-ce que je ne mets pas un point d'eau dans un terrain dans lequel il ne faut pas vivre? Ils sont depuis le 25 avril. J'en suis à la 183e réunion avec des services techniques qui me disent qu'en fait, ils vont mettre un compteur, lequel compteur va nous coûter 52 000 €, alors même que très vraisemblablement, ils seront expulsés le 9 juillet pour aller où? Je ne sais pas. Donc derrière la stricte question de comment est-ce qu'on amène l'eau, il y a cette question totale qui est est-ce que ça veut dire qu'on légitime durablement l'installation dans des lieux dangereux pour ces populations? Voilà, donc Patrick Beauvais, le président de la métropole, a dit « Moi, je suis médecin avant tout. Je sais que quelqu'un qui n'a pas accès à l'eau peut en mourir, donc je veux que vous démerdiez pour me mettre de l'eau. » Donc il nous a dit ce matin, maintenant vous mettez des citernes. Vous savez que Jean-Luc Glaise avait mis des citernes pour les Sahraouis, et puis qu'il y a eu des bactéries. Voilà, donc là la question c'est qu'est-ce qu'on va mettre des citernes, comment on va se sécuriser. Voilà pour la petite question de l'eau. Il y a assez d'eau, il y a assez de points publics de récupération d'eau. Ce qui dysfonctionne complètement chez nous, c'est les toilettes et l'aspect bain-douche, notamment celui des quinconces, dans lequel en plus il y a une réunion de public dont on pourrait se réjouir, mais qui quand même marche pas du tout, SDF touristes, des grosses navettes fluviales là. Et donc là, il y a un projet de restructuration avec Suez, dont l'objectif serait d'en faire un lieu d'accueil qui permettrait aussi d'installer un barbier et donc tout un travail de socio-esthétique qui ne soit pas simplement un lieu de douche et de nettoyage, mais aussi, voilà, il y a un deuxième projet de douche mobile. Je pense qu'il devrait aboutir d'ici 6 mois, je l'espère. Et donc là, on est en train de trouver des partenaires. Voilà. Mais on est sous-doté en douche, très clairement. Il va falloir malheureusement qu'on arrête là, parce qu'on est obligé d'arrêter avant la fin du colloque, à moins qu'il y ait un dernier mot que veuillent dire les intervenants, peut-être. Achille. Ah, mais c'est vraiment le tout dernier, il doit être très court. Enfin, pour préciser pour les squats, je pense qu'il y a un phénomène que l'État français ne traite pas du tout, les gouvernements successifs, c'est la mise en squat, on le voit avec les patients qu'on suit, c'est la fin de la demande d'asile, qui ferme l'accueil en CADA dans des conditions correctes et que les gens ne repartent pas dans le pays d'origine, que les polices et les ministères de l'Intérieur successifs, je trouve que c'est plutôt correct, n'ont pas choisi de pourchasser parce que c'est extrêmement facile de les localiser, de les mettre dans des avions de façon militaire. Il y a un respect du droit, il n'y a pas de ségrégation, de sectorisation sur ce plan-là. Donc les gens, je
pense qu'il y en a 6 000 en Gironde, et principalement à la métropole de Bordeaux, sont dans un no man's land administratif, financier, sans accès au travail, sans accès au logement, dans une fabrication de la précarité, et que l'État ne traite pas cette question, ou la traite par le silence d'une certaine façon indirecte, et qu'effectivement ça retombe sur la question des municipalités et des acteurs sociaux et de santé et de santé mentale, et que c'est une question politique qui n'est pas traitée. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est donc le mot de la fin, pas forcément très optimiste, mais qui reflète la réalité et l'ampleur du travail qui reste à faire. Merci à tous. Je vous laisse, Marie. Merci, en tout cas, merci à tous. Merci Linda d'avoir dirigé cette session ce matin. Juste une question pratico-pratique, parce que j'ai eu des questions là-dessus. Si vous voulez candidater pour le diplôme universitaire, je prêche pour notre paroisse, donc vous avez vu CV et lettre de motivation à adresser au professeur Bonnet. Et voilà, donc je vous invite à regarder le programme, qui peut quelquefois évoluer d'une année sur l'autre. Et encore merci pour votre attention pour ce colloque sur une journée et demie. Merci Linda. Merci à tous.